Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Donc, dans ce journal, nous allons voir le Premier ministre qui a reçu le vice-président de la Banque mondiale. Toujours dans l'actualité nationale, une collaboration entre le MENFOP, la MFF, l'USAID, un atelier de co-création, un projet Play to Learn, jouer pour apprendre. Au Nouvel Mondial au Liban, 8 morts dans l'explosion de Victor. Les Hezbollah accusent Israël. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu dans son cabinet le vice-président de la Banque mondiale, M. Ousmane Dione, accompagné du ministre des Finances, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawali. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation de la Banque mondiale. De son côté, le vice-président de la Banque mondiale a remercié pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Les deux responsables ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage les liens déjà existants, mais aussi du soutien que la Banque mondiale accorde à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Dillet Mohamed Dillet, est en déplacement en Afrique du Sud pour participer aux travaux de la deuxième conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux de la 6e législature du Parlement panafricain. Cette conférence se tient concomitamment avec la poursuite des travaux de la session des commissions du PAP qui se tient du 13 au 20 septembre 2024 au siège du pape Midrand. Afrique du Sud, la deuxième du genre de l'actuelle législature, cette conférence placée sous le thème Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle signale la sortie des crises et la relance des activités du pape. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue ce matin sous la présidence du président du PAP, l'honorable Chief Fortune Charumbira, et ce en présence de nombreux invités d'honneur dont l'honorable Kembo Dugish Campbell Mohadi, vice-président de la République du Zimbabwe, l'honorable Madame Toko Didiza, président de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, et M. Wamkele Mene, secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLECAF. Outre le président de l'État Mohamed Leïta, ces délégations djiboutiennes étaient composées des membres permanents du PAP, à savoir les honorables Hallo Mohamed Ibrahim, Abdallah Barkhad Ibrahim, Mahmoud Mustafa Dair et Hussein Mohamed Ali, ainsi que le secrétaire général du Parlement, ambassadeur Ismaël Goulal Boudin. Aussi, il est de noter qu'un vibrant message de solidarité a été délivré par l'ambassadrice de la Palestine en Afrique du Sud, en ayant notamment remercié Djibouti pour son soutien constant à la cause palestinienne. Et ce matin, dans la capitale Djibouti, une délégation de la Banque mondiale a effectué aujourd'hui une visite officielle au Centre Clé, un espace consacré à l'innovation et à l'entrepreneuriat afin de rencontrer et échanger avec des jeunes entrepreneurs locaux. La délégation conduite par le vice-président pour la région MENA, M. Ousmane Diane, a été accueillie par les responsables du Centre Clé. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la Banque mondiale pour soutenir le développement économique et l'inclusion numérique à Djibouti. Lors de cette visite, le vice-président de la région MENA a pu découvrir des projets innovants développés par des start-up locales, notamment les secteurs de la technologie, de l'énergie renouvelable et des services numériques. Ces jeunes entrepreneurs ont eu l'occasion de présenter leurs initiatives et de discuter des défis et opportunités auxquels ils sont confrontés. Le centre clé créé pour encourager l'entrepreneuriat et soutenir les jeunes talents djiboutiens joue un rôle clé dans la dynamisation de l'économie djiboutienne à travers de programmes d'accompagnement, de mentorat et de financement pour les startups. La délégation de la Banque mondiale a salué l'impact positif du centre sur l'écosystème entrepreneurial local et a réaffirmé son engagement à continuer d'appuyer les initiatives qui favorisent l'innovation et l'autonomisation des jeunes. En marge de cette visite, les discussions ont également porté sur la manière dont la Banque mondiale peut renforcer son partenariat avec le centre clé et les autres acteurs du secteur entrepreneurial à Djibouti pour faciliter l'accès au financement, promouvoir l'innovation technologique et encourager la création d'emplois.
Ensuite, c'est dans le cadre de sa mission visant à renforcer les capacités locales et à explorer les opportunités de développement en République de Djibouti. Cette même délégation de la Banque mondiale a visité aujourd'hui la Centre Clé, comme je vous le disais. À la suite de la même visite, la salle de conférence du Centre Clé a abrité ce matin une table ronde avec les membres du gouvernement et la délégation de la Banque mondiale. Étaient présents le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dewale, et la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, et les membres du gouvernement, la représentante du Banque mondiale ainsi que les secrétaires généraux et d'autres responsables. Les discussions ont porté sur les enjeux clés du développement durable, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que l'amélioration de la gestion des ressources locales. Le renforcement des compétences locales, opportunités de financement, autonomisation des femmes et inclusion sociale ont été les points abordés. Le vice-président pour la région MENA, M. Ousmane Dion, a souligné, et je cite, cette visite est une étape importante dans notre engagement à soutenir Djibouti dans ses objectifs de développement durable. Nous sommes convaincus que des centres comme Clé jouent un rôle crucial dans la transformation économique du pays. Donc nous avons souhaité lui présenter une palette de Djibouti. Et donc ce matin, l'occasion nous est offerte d'avoir cette table ronde autour des compétences de l'entrepreneuriat, qui sont entrepreneuriat et les compétences, les skills, pour ne pas employer un mot en anglais, qui sont deux aspects clés dans notre engagement ici à Djibouti. Nous aimerions écouter les points de vue des acteurs, du secteur privé bien entendu. Beaucoup d'entre vous sont présents ici. Donc sur les défis et les opportunités ici à Djibouti. Entendre aussi le point de vue des jeunes sur les possibilités d'emploi et les défis, les défis du marché du travail. Et enfin partager le soutien continu du groupe de la Banque mondiale dans le cadre du développement du secteur privé et surtout pour générer les opportunités d'emploi. Un extrait de l'intervention de la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation. D'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Ousmane Dion, dont la visite témoigne de l'importance que la Banque mondiale accorde à la région et à notre pays en particulier. Son engagement et celui de l'institution qu'il représente sont des atouts pour notre stratégie de développement. Djibouti est un pays jeune. Plus de 60% de notre population a moins de 30 ans. Ce potentiel démographique représente à la fois un défi immense et une opportunité sans précédent. Notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est engagé à transformer ces défis en un levier de développement. Cet engagement s'est traduit par la création du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Nous avons concentré nos efforts sur la promotion de l'entrepreneuriat, le développement des compétences et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Depuis la création du centre, plus de 300 jeunes ont bénéficié de programmes d'incubation et de formation pour le lancement de leur PME. En parallèle, un programme de création de très petites entreprises a permis également la formation de 3000 jeunes, dont 500 TPE ont reçu un soutien opérationnel et technique pour surmonter les défis de démarrage et de croissance. Cette année, un nouveau programme d'incubation et d'accélération des startups a été entamé pour soutenir activement 40 startups. Par ailleurs, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a soutenu l'écosystème de l'entrepreneuriat, notamment le Fonds de garantie de Djibouti et la Caisse populaire d'épargne et de crédit, facilitant ainsi l'accès au financement pour ces jeunes entrepreneurs. Grâce à ces initiatives, de nombreux jeunes ont pu accéder aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs idées et projets. Pour anticiper les métiers du futur et mieux orienter les jeunes vers les besoins du marché, nous avons entamé l'élaboration d'un référentiel des compétences numériques, un outil précis pour aligner les compétences avec les besoins réels du marché de l'emploi. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances s'est dit honoré de cette visite qui reconnaît l'importance du travail dans le domaine de la formation professionnelle. On écoute ses dires.
On a aujourd'hui comme thème les compétences, des nouvelles compétences pour la jeunesse, l'entrepreneuriat et surtout comment libérer les énergies de notre jeunesse à Djibouti, qui vit les mêmes défis, mais qui a également les mêmes opportunités que n'importe quelle autre jeunesse dans le continent. Je pense que l'État est arrivé à sa capacité maximale pour être le principal chaînon de diffusion, de créateur d'emplois, de celui qui offre les opportunités en termes de marché public. Et il nous faut aller très vite vers d'autres horizons et principalement autour du développement du secteur privé. Et donc, l'intérêt de ces centres, à l'époque, il y a 5 ans de cela, c'était pour créer cet écosystème. Donc, on a plusieurs défis. On doit construire un écosystème du secteur privé solide qui soit en mesure de se développer, de s'exporter, d'élargir leur business et donc, par conséquent, offrir des emplois. Je suis très content qu'au niveau de Clé, il y a également, on a commencé dans le cadre du projet MSMI, la formation de jeunes entrepreneurs en termes de gestion, de qualité de gestion. La comptabilité analytique, c'est ce qu'ils étaient en train d'apprendre, certains d'entre eux. La tenue des livres comptables à Djibouti représente naturellement un des obstacles pour accéder au financement au niveau des banques. Parce que quand nous discutons avec les banques, ils disent on n'a pas de projet bancable qui nous est suffisamment présenté. Les business plans, on a besoin d'offrir les capacités aux porteurs de projets, pas forcément les jeunes entrepreneurs, mais ceux qui existent même ont besoin d'avoir des livres mieux présentés, mieux défendus et par voie de conséquence mieux financés. C'est dans le cadre de sa tournée continentale visant à promouvoir sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a effectué une visite à Djouba, au Soudan du Sud, ce 18 septembre 2024. Il y a rencontré le président Salva Kiir. Plus tôt dans la matinée, le ministre Mohamed Ali Youssouf s'est entretenu avec son homologue du Soudan du Sud, le ministre des Affaires étrangères Ramadan Mohamed Abdallah. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les relations bilatérales entre Djibouti et le Soudan du Sud et de discuter des enjeux régionaux et continentaux, notamment les efforts de paix et de stabilité dans la région. Lors de son entretien avec le président Salva Kiir, Mohamed Ali Youssouf a transmis un message personnel du président de la République de Djibouti, son Excellence El-Hadj Ismaïl Omar Guelleh. La réunion, empreinte de chaleur et de cordialité, a souligné l'amitié profonde et durable entre les deux nations. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun tels que la consolidation de la paix, la sécurité régionale et le développement durable, des questions clés pour les deux pays, pour l'Afrique de l'Est. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministre pour obtenir le soutien d'un maximum d'États africains à sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ce déplacement témoigne de l'engagement du ministre à renforcer la coopération régionale et à œuvrer pour une Afrique unie, prospère et plus solidaire. Autre actualité mentionnée dans le titre, le projet Jouer pour apprendre Play to Learn, financé par l'USAID et mis en œuvre par Mott MacDonald, franchit une nouvelle étape dans sa mission, celle d'améliorer l'accès à l'éducation préscolaire et la qualité des services à Djibouti. Le troisième atelier de co-création s'est tenu au Sheraton Hotel, réunissant les principales parties prenantes du projet dans une démarche collaborative axée sur la qualité et l'inclusivité de l'enseignement préscolaire pour les jeunes enfants de 3 à 6 ans. La séance d'ouverture a été marquée par les interventions de Mme Saada Abdullahi, représentant de l'USAID, de Mme Fozia Ali, directrice du MFF, et M. Abdi Deril, directeur général de l'enseignement du MENFOP. Ces discours ont souligné l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour assurer le succès du projet et l'amélioration continue de l'éducation préscolaire à Djibouti. Les différents partenaires d'exécution, à savoir le MENFOP, le MFF, l'UNFD,
et l'association Sunnah Al-Haya se sont réunis pour dresser le bilan des activités réalisées durant la deuxième année de ce projet. Cette phase a permis d'identifier les défis rencontrés ainsi que les perspectives pour les années à venir. Le moment a été ponctué par des présentations des partenaires permettant à chacun de réfléchir à son propre parcours et aux résultats obtenus. Cette innovation de l'année a permis à chaque partie prenante de faire une introspective et de partager les bonnes pratiques ainsi que les axes d'amélioration. Au cours des présentations, une vidéo a été diffusée mettant en lumière une des écoles accompagnées par le projet Play to Learn. 5, au nombre de 4 plus précisément. Le premier objectif spécifique, c'est de partager les résultats que nous avons obtenus ensemble avec tous les partenaires au cours de la mise en œuvre du plan de travail de l'année 2. Et comme je le disais tout à l'heure, cette présentation sera assurée par nos partenaires ici présents. On écoute un extrait de la représentante de l'USAID. Comme vous le savez, ce projet est à mi-parcours. Il y a eu des réalisations louables jusqu'à présent. Je pense à l'introduction de l'approche basée sur les jeux. Je pense à la revue de TLM et l'intégration justement de cette approche dans les TLM, je veux dire le matériel de lecture. Je pense à cette fameuse campagne de sensibilisation. Donc, je pense qu'il y a eu des réalisations, même si, bien sûr, le projet quand même a pris un certain nombre de retards. Mais, en dépit des défis, parce qu'il y a des défis, en fait, il y a des défis, au dépit des défis, l'USAID vraiment s'attend à ce que le projet apporte des solutions innovantes qui appuient le but du projet. Le but du projet, c'est d'augmenter, bien évidemment, le nombre d'enfants dans l'enseignement préscolaire. Donc, c'est au projet de venir avec des solutions innovantes et réalisables. J'espère que ces 2 jours vous permettront de dégager des interventions efficaces avec des cibles claires et réalisables et vous permettront de développer un plan d'action de la 3e année qui soit réalisable. Je voudrais dire au nom de l'USAID ici, je voudrais d'abord remercier l'équipe de Mott MacDonald qui a organisé cet atelier, mais aussi je voudrais dire un grand merci à tous les partenaires qui nous appuient dans la mise en œuvre de ce projet. On écoute à présent Madame Fauzia qui représente le ministère de la Femme et de la Famille. Dans le cadre de la petite enfance, le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place des structures communautaires, crèches et garderies, des centres d'éveil regroupant une crèche et une garderie qui ont été construites à 2 régions différentes des pays avec financement de l'UNICEF. Autant nous sommes convenus à l'échelle nationale que la question de l'enfance thématique transversale par excellence requiert un haut degré de coordination entre les différents partenaires concernés. Autant nous considérons qu'il est nécessaire pour nos pays de renforcer le dialogue, la concertation, l'échange d'expériences afin d'assurer à nos enfants des politiques harmonisées des préventions, des protections et des prises en charge. Le MFF, en partenariat avec Mott MacDonald, a mis en place des activités dans le cadre du développement de l'enfant, l'appui suivi de la mise en œuvre de la politique nationale à travers les actions suivantes, tenir des réunions régulières du comité technique multisectoriel, appuyer le suivi et la collecte des données du politique nationale auprès des points focaux. L'appui financier aux mutuelles à travers les AGR, aux mères dont les enfants sont inscrits aux garderies, injecter des fonds des garanties dans la caisse mutuelle dans le cadre des renforcements des garderies communautaires pour contribuer au financement des salaires des éducateurs en vue d'assurer le fonctionnement des garderies communautaires qui sera uniquement en cas de force majeure. Ensuite, nous allons écouter le directeur de l'enseignement auprès du MENFOP. Voici Abdidir. Je crois que cet atelier de co-création a une importance pour nous tous parce que déjà un travail a été réalisé l'année dernière avec le projet Play to Learn. Dans ces différentes activités, l'équipe de MacDonald
à réaliser avec vous beaucoup d'activités, mais il en reste encore à réaliser cette année. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous sommes tous réunis pour faire le bilan de l'année 2 et préparer le plan d'action de l'année 3. Ces activités concernent principalement les enfants de préscolaire et je crois que pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Éducation a mis en priorité le préscolaire. Le préscolaire constitue la pierre angulaire de notre système éducatif et dans les 2 ou 3 années à venir, nous devons scolariser tous les enfants du préscolaire ayant l'âge de 5 ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut mettre en place des activités qui pourraient tendre vers la réussite de ce projet qui est la scolarisation de tous les enfants qui ont l'âge de 5 ans. Avec le projet Play to Learn, vous avez déjà établi beaucoup d'activités. Il en reste encore d'autres activités à réaliser. Et au cours de ces 2 jours d'atelier, nous allons ensemble réfléchir avec l'équipe de McDonald's comment avancer, mais également quels sont les points à améliorer, les points d'achoppement, les points à cibler davantage pour que ce projet puisse parvenir à ses objectifs. Le mercredi 18 septembre 2024, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier de consultation nationale sur les aires de conservation transfrontalières des pays membres de l'IGAD. Un événement qui s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et de préservation de la biodiversité et de gestion durable des écosystèmes. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Adili Abdallah, et a vu la participation du représentant du Fonds de conservation des guépards, le directeur de l'environnement et ainsi que le représentant des institutions concernées. L'objectif principal de cet atelier était de renforcer la coopération entre les pays membres de l'IGAD pour la gestion des aires protégées situées le long des frontières partagées. Ces zones transfrontalières riches en biodiversité sont souvent confrontées à des défis environnementaux. Cet atelier fait partie intégrante des initiatives régionales visant à promouvoir la conservation transfrontalière et à améliorer la résilience face au changement climatique et aux pressions environnementaux. Il marque une étape importante dans la mise en œuvre des engagements régionaux en matière de protection de l'environnement conformément aux objectifs de développement durable. Cet atelier servira de base pour le développement des stratégies régionales et de plans d'action visant à renforcer la conservation transfrontalière au sein des pays membres de l'IGAD. On écoute à présent un extrait de l'intervention du représentant du Fonds de conservation des guépards. Cet exercice aujourd'hui fait partie d'une initiative de renforcer la coopération régionale dans le cadre de l'IGAD et le HAWEN sur la conservation de biodiversité et la protection de la faune sauvage. Nous avons 4 objectifs aujourd'hui. Premièrement, renforcer la coopération en matière de conservation transfrontalière entre les États membres de l'IGAD. Deuxièmement, comprendre que le trafic illégal des espèces sauvages et de produits dérivés devient l'un des principaux défis en matière de conservation dans la région. Numéro 3, prendre conscience que le commerce transfrontalier illégal de la faune et de la flore sauvage est devenu plus sophistiqué et fait appel à des nouvelles technologies. Quatrièmement, identifier l'existence de coopération transfrontalière sur la gestion de la faune et flore sauvage. Et je peux ajouter un 5e, et ça c'est de déterminer la contribution de Djibouti, de cette initiative de développer et renforcer la coopération par la méthode de la création d'un réseau des aires de conservation transfrontalière dans la région de l'IGAD. On écoute à présent le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Adili Abdallah. Depuis que la vie est apparue sur la planète, et aujourd'hui encore, les hommes sont témoins de l'extinction d'innombrables espèces de faune et de flore sauvages. En 1986, il y avait plus de 10 millions d'espèces sauvages, dont 3 000 espèces de faune et 16 000 espèces de flore sont maintenant menacées d'extinction. Certaines espèces ont peut-être disparu à cause des changements inévitables intervenus dans les milieux naturels. Mais il y en a bien d'autres qui disparaissent ou sont menacées de disparaître
parce que l'homme dégrade leur habitat ou parce qu'elles sont chassées sans merci. C'est un constat tragique. Quand on réfléchit sur la vie quotidienne, on se rend compte à quel point nous sommes tributaires des espèces sauvages. Nourriture, vêtements, abris, tout ce qui est indispensable à la vie et aux activités économiques ne pourrait pas exister durablement sans l'utilisation des espèces sauvages. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Djibouti dispose d'une diversité biologique considérée comme relativement importante. Cette richesse est due aux écosystèmes clés que constituent les massifs coralliens, les mangroves et les formations boisées des montagnes. Ces écosystèmes abritent 1655 espèces animales et 880 espèces végétales. Situé dans un carrefour stratégique mondial, Djibouti pourrait être un pays de transit des espèces sauvages, d'où une vigilance accrue doit être observée en vue de protéger les espèces sauvages menacées. Ainsi, pour faire face à ce fléau, le gouvernement a mis en place des dispositions juridiques et institutionnelles pour lutter contre cette criminalité. Parmi elles, on peut citer la monographie nationale en 2000, le plan d'action pour l'environnement en 2000, la stratégie et plan d'action en faveur de la biodiversité actualisée en 2017, le code de l'environnement en 2009, la loi portant création des aires protégées en 2004 et le décret sur la protection de la biodiversité en 2004 et j'en passe. Grand format de cette édition de ce soir, un reportage sur la sous-préfecture de Mouloud, ses richesses et ses jardins. Voici un mag préparé par la rédaction. Nous nous trouvons dans la localité de Mouloud, donc située sur la route nationale 1 du corridor reliant Kalafi à Doudou Balale. Dans notre reportage d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser 5 ans après l'arrivée du chef de l'État où le comité de développement de Mouloud l'a invité ici même. Plusieurs projets ont été réalisés. C'est un reportage du grand format de la rédaction signé Aden Alita et Sadir Mohamed. Mouloud, l'une des 3 sous-préfectures de la région de l'Unité, dit Kil. Située à moins de 102 km de la capitale, la localité de Mouloud voit sa population augmenter d'année en année. L'on ne compte pas moins de 5000 habitants dans cette localité avec un climat doux et rafraîchissant. C'est un lieu d'estivage apprécié par les vacanciers djiboutiens fuyant les fortes chaleurs durant l'été. La localité de Mouloud se situe également sur un axe routier névralgique pour l'économie nationale. Il s'agit de la RN1 ou la route nationale 1, un corridor où transitent plus de 2000 camions par jour qui desservent l'Éthiopie voisine, ce qui fait de Mouloud l'une des localités qui se développe de manière fulgurante. Les années se suivent, Mouloud s'agrandit, forme ses élites et devient l'une des pionnières de la culture agro-pastorale en République de Djibouti. Le développement de Mouloud va de pair avec son comité de développement de la localité qui travaille en parfaite harmonie avec les autorités de la région. Ce comité est composé des hommes et des femmes natifs de la région. C'est en 2019, date historique pour la localité, où le comité de développement de la localité de Mouloud a invité le chef de l'État, Smaïl Margueli, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, lors de la célébration du 40e anniversaire de la création du village, autrefois dédié pour l'agriculture. Cette dernière n'est plus que des terres fertiles. C'est une localité qui a connu un essor économique où toutes les infrastructures de base, eau, école, centre de santé, électricité, qu'une ville pourrait y avoir sont plus ou moins présents. 5 ans après le passage du chef de l'État, la localité de Mouloud s'est métamorphosée. C'est ainsi que le comité de développement de Mouloud se sont exprimés. Bien des réalisations ont été faites, nous a fait part le secrétaire général du comité de développement de Mouloud. Le couplet présidentiel
a répondu à notre appel et ont pris part aux 40 ans d'existence de la localité de Mouloud, 79-2019, le comité dont je représente aujourd'hui en tant que secrétaire général, compte tenu de l'absence de son actif président, M. Mahmoud Roble Dabar, en mission de travail. Je tenais à faire part de ma gratitude au chef de l'État en premier lieu, la Première Dame et le gouvernement dans son ensemble. 5 ans après, il est de notre devoir de faire part aux changements qu'il y a eu dans cette localité. Des infrastructures de base que nous avions sollicitées ont bien vu le jour. La construction de 30 logements sociaux réalisés par 2 entrepreneurs locaux et 3 mois après, la remise des clés aux bénéficiaires par la fondation IOG et un programme d'électrification gratuit pour les ménages à faible revenu. La construction d'un lycée flambant neuf par le MENFOP. Autrefois, les lycéens de cette localité devraient emprunter un bus pour faire les classes à Dikil, chef-lieu. La construction d'un grand marché central et un abattoir par des partenaires, notamment le gouvernement turc et le conseil régional. En tant que membre de ce comité, mes remerciements vont aux autorités du pays pour le soutien constant. Nous ne comptons pas s'arrêter là, Inch'Allah, d'autres projets sont en cours ici à Mouloud. L'on note également que le centre de santé de Mouloud s'est fait peau neuve avec l'extension et l'équipement en matériel de santé nécessaire. En tant que premier responsable de ce centre de santé où j'exerce depuis des années, en tant que natif de la localité, je ne peux qu'en être fier. Lors du 40e anniversaire, avec un parterre d'autorités présent, en premier le chef de l'État, la population a fait part de ses doléances au numéro 1 Djiboutien. Ce dernier a répondu favorablement et aujourd'hui, 5 ans après, voilà le résultat. L'extension du centre de santé avec l'octroi d'une ambulance toute neuve par le ministère de la Santé. Les activités génératrices de revenus pour des jeunes est aussi un point important à souligner. En effet, le comité de développement de Mouloud, par le biais des partenaires, a réalisé la reconstruction du centre commercial de Mouloud, environ 6 à 7 échoppes au centre de Mouloud en pierre rouge. Pour ma part, en ayant des études secondaires qui peuvent me ramener à travailler dans l'administration, j'ai décidé de lancer mon commerce ici, dans ces échoppes, aux côtés de ma famille. Je ne regrette pas mon choix, je crois à l'entrepreneuriat des jeunes et remercie le chef de l'État qui croit à sa jeunesse, à sa capacité à entreprendre et créer de la richesse. Lors du tournage de notre reportage, nous avons demandé le président du comité de développement de Mouloud comment voit-il sa localité. La réponse de M. Mahmoud Roble Dabar, Mouloud, c'est quand les acteurs politiques et la société civile unissent leurs efforts. Eh bien, les résultats de cette unisson semblent palpables et Mouloud en est l'exemple parfait. Autre actualité de ce journal, une session de formation des cadres des organisations de la société civile. Après 3 jours de formation sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire, s'est clôturée avec la présence du président du conseil régional d'État du Jura, M. Omar Hussein, et celle d'Obok, M. Mohamed Hamed, et M. Ali Roufah, secrétaire permanent de l'ANCLD. Les membres de l'équipe de gestion du projet, les cadres des organisations de la société civile subventionnées, les agents territoriaux des régions d'État du Jura, Obok et Dikil se sont réunis, les acteurs majeurs des organisations de la société civile et des structures de gouvernance locale également. Cette formation a été organisée dans le cadre du projet porté par l'association AMF et financé par l'Union européenne. L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, au vu de son expérience avérée de l'approche de développement conduit par les communautés à Djibouti. On écoute à présent le président du conseil régional de la région d'Obok. Cette approche dite DCC, des développements conduits par la communauté, c'est une approche, si on peut les rappeler, béninoise, et qui s'est étendue. Nous travaillons également, l'ANCB travaille avec l'ANCB également du Bénin. Et aujourd'hui, je suis très content de voir que les jeunes de Dikil, des Kajura de Bok puissent bénéficier de ça. Et si on résume en quelques mots, c'est quoi? Donc l'approche dite communautaire, c'est que tous les projets doivent émaner de la base. Donc l'époque où tout venait de la capitale et tout venait des chefs-lieux doit être révolu. Il faut que les initiatives, le projet émanent des localités qui sont au fond. Et aujourd'hui, je profite pour ici d'en remercier déjà l'AIMF qui finance cette formation en collaboration avec l'ANCLD sur le financement de l'Union européenne.
Je remercie également les experts de l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, avec également le soutien de notre secrétaire permanent Ali qui est ici. Donc on vous souhaite Inch'Allah un très bon atelier et espérons qu'une fois que cette formation est finie, que vous puissiez également donc convaincre d'autres associations, d'autres cadres qui sont dans vos régions pour que vraiment cette approche prenne la hauteur. Je voudrais remercier mon collègue, le président du conseil régional de Tadjourla, qui nous a accueillis de cette façon-là, et également le président de la NCLD. Wassalamu alaikum. Au nouvel international, à présent, le Zimbabwe prévoit d'abattre 200 éléphants pour nourrir les communautés confrontées à une famine aiguë à la suite de la pire sécheresse depuis 40 ans. L'annonce a été faite mardi par les autorités chargées de la faune et de la flore. La sécheresse provoquée par le phénomène El Niño a anéanti les récoltes en Afrique australe. 68 millions de personnes ont été impactées et sont exposées à la pénurie alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, 7,6 millions de personnes feront face à l'insécurité alimentaire dès janvier-avril de l'année prochaine au Zimbabwe. Tinashe Farao, porte-parole de l'autorité des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe, a précisé que la viande d'éléphant serait distribuée aux communautés touchées par la sécheresse. Toutefois, la mesure est décriée par les organisations de défense de la faune et la flore qui estiment qu'il est possible d'explorer d'autres solutions. Au Proche-Orient à présent, des attentats presque simultanément qui ont tué au moins 8 personnes, je vous le disais dans les titres. Mardi, selon des responsables gouvernementaux et du Hezbollah. Ces derniers ont pointé du doigt Israël dans ce qui semble être une attaque à distance ultra sophistiquée. Depuis l'attaque du 7 octobre sur l'État hébreu, invectives et échanges de feu sont quasi quotidiens entre Israël et le Hezbollah aux marches de bombardement interrompus d'Israël sur Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a récemment indiqué plus de 41 000 morts à la suite des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne. Et mardi à Beyrouth, le fils d'un membre du bloc du Hezbollah en parlement libanais figurait parmi les personnes tuées. Les fils des deux autres hauts fonctionnaires ont été blessés selon un responsable du Hezbollah. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fermement condamné cette attaque. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.